Peut-être que j'allume la caméra, là on est bon là. Bon alors, cette semaine, il a fallu jongler entre casquette rouge, casquette bleue. Alors j'ai toujours pas ma casquette verte, je sais pas où je l'ai foutu d'ailleurs depuis mon semis. Ça tombe bien parce que cette semaine, pas de casquette verte. Non, on va le voir ensemble. Et il fallait jongler entre... Bon bah il me reste que la rouge, alors ça me fait penser au premier film 3D que j'ai vu au cinéma, c'était Avatar. Et les 3 premières minutes là, tu mets tes lunettes et tout, t'es en 3D et tout, c'est trop bien. Et là tu rentres dans un hélico. Et le truc, la caméra, je sais pas ce qu'elle fout, t'as l'impression que t'as la gerbe au bout de 2 minutes et tu dis putain mais si ça dure 2h30 le film, je crois qu'en plus il dure une plombe. Bah c'est à peu près pareil sur les marchés cette semaine. Alors nous avons évoqué dans le dernier débrief hebdo et même l'avant-dernier que nous avions sous les pieds les MM50 Weekly sur les indices américains SP500, Nasdaq, Dow Jones. Depuis 3 semaines, ça tient. Mais on va voir que c'est pas parce que ça tient que forcément ça va remonter tout de suite sur les ATH. Et puis d'un autre côté, nous avions les fameuses MM200, moyenne mobile à 200 jours que Rodolphe avait évoqué au-dessus de la tête et qui pouvaient faire office de résistance pour rester finalement dans ce flux baissier qu'on avait pendant 3 semaines sur les indices américains. D'ailleurs, ensemble, nous l'avions charbonné à la vente, en l'occurrence le SP500. Plafond de verre donc garant de cette tendance baissière daily qui est en place. Oui, on cède des moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours. Là, 20 jours, elle est bien baissière. Là, 50 jours, elle commence à l'être. Et donc, entre les deux, je jongle. Est-ce que je passe acheteur? Est-ce que je passe vendeur? Je fais les deux, bam, bam, bam. Je prends mes portes de saloon, pam, pam, pam. Et puis, mercredi, nous avons eu à nouveau une impulsion baissière, notamment sur les indices américains. Relance des droits de douane de Donald Trump aux États-Unis vis-à-vis du secteur automobile, imposer tout ce qui est importé vers les États-Unis, 25% pour tout le monde. Ça dégage. Et puis sur les indices américains, nous sommes donc repassés en dessous des moyennes mobiles à 20 jours qui étaient déjà baissières, matérialisant donc cette tendance baissière daily. En plus de ça, et on va plutôt se focaliser sur le SP500, c'est à peu près la même chose sur le Nasdaq et le Dow Jones. En H4, oui, on va passer sur des unités un petit peu plus courtes pour une fois. Un très beau drapeau haussier qui succède à une tendance primaire baissière, une tendance précédente baissière, et ça en analyse technique, et ben on a plus de chances de continuer dans le sens de la tendance primaire, en l'occurrence baissière, que d'amorcer un retournement. C'est donc une figure finalement de continuation. Donc les tendances baissières en daily, baissière en horaire, H4, H1. Et la seule contrepartie, c'est les moyennes mobiles à 50 semaines qu'on a sous les pieds. Alors je suis désolé, je suis un peu technique, direct comme ça, à froid le dimanche matin. Vous inquiétez pas, ça le sera moins après. Et effectivement, tu peux dire dans ces cas-là, oui, mais du coup, là, il y a ça, là, il y aura toujours un truc contre ton plan. Donc aujourd'hui, notamment sur le SP500, on va le voir après sur les indices américains, quels sont mes niveaux d'invalidation de cette fameuse casquette rouge que j'ai balancée, non elle est là. Sous 5700, 5730 sur le SP500, je remets casquette rouge. Et je vendrai donc encore et encore jusqu'au nouveau plus bas d'il y a 2 semaines. Et ça, c'est au minimum, voire peut-être même jusqu'au bas de canaux ascendant qu'on a sur le SP500 et sur les autres indices US. Donc, c'est 5400 points. D'ailleurs, en parlant de il y aura toujours un truc, même quand toutes les tendances sont avec toi, même que quand tout est dans un seul sens, soit super haussier, soit super baissier, et tu te diras que, non, dans ces cas-là, il n'y a rien qui va dans mon sens. J'y vais, mais les yeux fermés, easy baby. Et voilà, le gold. Il y a une seule tendance sur toutes les unités de temps, mensuel, weekly, daily, horaire et même sur du 15 minutes. On a d'ailleurs fait des nouveaux records historiques cette semaine à plus de 3080 $ l'once. Tu diras oui, mais du coup c'est trop tard pour acheter parce que tu comprends le timing, tout ça. Donc tu vois, il y aura toujours un truc contre ton plan. Le but, c'est de valider le plus de critères possible. Selon bien évidemment une méthode d'intervention, encore faut-il en avoir une. D'ailleurs, cette remontée du gold qui continue et qui perdure, ça peut être inquiétant pour les actifs risqués. Parce que oui, tu te dis, vu le bordel qu'il y a partout, que ce soit d'un point de vue politique, géopolitique, économique, les tensions de guerre commerciale, etc. Ça montre quand même un petit peu la méfiance globale, le marasme complet. Bon, pour terminer sur le gold, tant qu'on tient les 3000 $, pour le moment, on reste dans cette tendance. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est continuer à accompagner la hausse. Comme diraient mes potes, enfin c'est pas vraiment mes potes, mais... Je fais de la France, c'est ma direction. Tiens d'ailleurs, en parlant de macro, parce que oui, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de... Et en parlant de... Comme ça permet de faire des transitions un petit peu... Réfléchir un petit peu à ce qu'il va dire.
Il y en a là-dedans. Nous avons eu cette semaine la troisième estimation du PIB au quatrième trimestre 2024 et c'était mieux que prévu, 2,4%. On a également eu les commandes de biens durables, meilleures que prévu. Et puis en fin de semaine, le PCE US, donc c'est chiffre d'inflation, évolution des prix à la consommation, mais pondéré en fonction des achats. Donc c'est beaucoup plus significatif finalement que le CPI qui est ressorti 2 semaines plus tôt, qui était meilleur que prévu. Et bah, ce chiffre de PCE était attendu à plus 0,3%, c'est ressorti à plus 0,4%. Donc ça veut dire qu'il y a de l'inflation qui est en train d'être subie par les consommateurs. Et donc ça veut dire que l'économie américaine est solide et qu'il y a de l'inflation. Donc est-ce que Jérôme Powell peut baisser ses taux d'intérêt? Non, non, non. C'est pas favorable à tout ça. Pour autant, aujourd'hui, on a toujours 3 baisses des taux anticipées par le marché d'ici la fin de l'année. Ça peut évoluer quand même relativement rapidement. On verra ça plus tard. Et donc en parlant de pression vendeuse sur les indices américains, si nous allons notamment sur le CAC 40 et ce fameux plan que j'ai dénommé hashtag ourson 2025 après chèvre 2024, qui est ni plus ni moins, comme vous le savez, puisque je le répète systématiquement depuis maintenant des semaines, je vends entre 8150 et 8200 parce que c'est le même niveau que j'avais vendu 2024, les plus hauts annuels, qui m'avait permis derrière d'accompagner la baisse du CAC de 15%. C'est le même niveau et on voit que ça échoue systématiquement. Et vu le contexte global, bon, autant te dire qu'en termes de timing, je ne suis pas vraiment à l'aise de payer ces niveaux. Donc, je les vends. Et donc cette semaine, nous avons atteint à nouveau le premier objectif swing qui était les 7920 points. Mais c'est pas fini parce que pour la suite, objectif 7700 points, même si en attendant d'aller jusqu'à cette deuxième objectif, si on enfonce de manière brutale avec une impulsion, un flux baissier, ça peut être un gap, etc. Comme d'ailleurs ça a été le cas en 2024, si on enfonce les 7900 points, il faudra renforcer puisque ça veut dire qu'on confirme la faiblesse des indices européens, en l'occurrence le CAC. Et on confirme aussi des signaux baissiers au passage. Et ça, il ne faut pas oublier, quand le marché te donne raison, il ne faut pas se dire « ouais, super, je suis un génie ». Non, il faut rester focus, concentré, et c'est là qu'il faut faire de la perf, il faut renforcer, il faut charbonner. Donc à suivre, cette rupture des 7900 points sur le CAC, au moment où je tourne la vidéo, pour le moment, les marchés n'ont pas clôturé. Le CAC est sous 7920 points. On verra justement la semaine prochaine. Si vraiment il y a une grosse rupture et un flux là en dessous, faudra y aller. Encore et encore. D'ailleurs, même chose sur le DAX. Vous vous souvenez, 22 200 points. C'est le bas de ce range. C'est la moyenne mobile à 50 jours. Sachant qu'en plus sur le DAX, si on prend des unités de temps un petit peu de recul, en weekly, on regarde qu'on est sur la borne haute dans le long canal ascendant. Et c'est la première fois depuis maintenant des semaines et voire même des mois qu'on fait ce qu'on appelle un breakout baissier weekly, c'est-à-dire qu'on passe sous les plus bas de la semaine passée. Ça, généralement, c'est plutôt annonciateur, au moins d'un signal de faiblesse. C'est pas forcément un retournement baissier pour le moment, mais voilà, je vous l'avais déjà dit depuis des semaines. En termes de timing sur ces niveaux, c'est pas acheteur. Disons que la config weekly nous donne un petit peu le vertige. Tiens, d'ailleurs, en parlant de vertige, plus forte hausse depuis octobre 2022 pour le SP500, 72% de hausse alimentée par, les géants de la tech qui investissent comme des gros sacs sur l'intelligence artificielle. Je pense que ça n'a pas échappé à tout le monde. Alors, on va parler de bulles. Ces bulles potentielles, ne nous emballons pas. Je vois déjà dans les commentaires, oui, ça y est, on parle de bulles et tout. C'est-à-dire, on va essayer de comparer ce qui est comparable. C'est vrai qu'aujourd'hui, comparé à la bulle Internet de 2000, c'est que là, les investissements, c'est pas sur des entreprises bidons, c'est sur des big tech, c'est sur des entreprises hyper rentables. Et c'est elles qui ont tiré, en l'occurrence, le SP500 et du coup, par effet de contagion, l'ensemble des marchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi un peu d'incertitude concernant lesquelles, parmi celles qui investissent massivement, vont sortir gagnantes justement de ces investissements dans l'intelligence artificielle. Parce que derrière, il faut aussi un retour sur investissement. Sinon, Donc voilà. Simplement pour dire que certains redoutent que les investissements actuels suivent un schéma à peu près similaire de ce qu'on a connu à l'époque des dot-com. Et puis, on a eu Moody's, excusez-moi, qui a alerté concernant la détérioration de la solidité fiscale des États-Unis. En même temps, leur déficit budgétaire, il atteint quand même les 1,8 trillion de dollars pour l'exercice fiscal clôturé fin septembre, en hausse de 8% sur un an. Et du coup, la dette, avec les taux qui augmente, elle est de plus en plus coûteuse. En plus, avec les politiques de Donald Trump, d'augmenter les tarifs douaniers, de baisser des impôts qui ne seront pas en plus derrière refinancés, tout ça, ça risque d'aggraver la situation. Pour autant, l'économie américaine, on l'a vu cette semaine, finalement le PIB, ça va, mais peut-être que ça deviendra de moins en moins soutenable.
à terme. D'autant plus avec des taux d'intérêt pour le moment qui sont toujours à 4,5%. En plus, oui, il va y avoir baisse des taux d'intérêt, mais ça va être quand même relativement modéré, hein, 2 ou 3 baisses des taux. Au mieux, on va passer à 3,75%. Hein. Tiens d'ailleurs, en parlant de droits de douane, bon, en fin de semaine, on a eu l'Europe qui est là en train de dire oui, mais au fait, Donald, concernant les droits de douane, on peut peut-être s'arranger. On est prêt quand même à faire des concessions parce que là, sinon, ça va piquer un peu le bazar là, que tu es en train de nous mettre. Oui, notamment sur le secteur auto. D'ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, 50% des voitures qui sont vendues aux États-Unis, eh ben, elles ne sont pas fabriquées là-bas. Et sur celles qui sont assemblées sur place, 60% des pièces sont étrangères. Donc forcément, hein, ces mesures vont entraîner une hausse des prix des voitures aux États-Unis. C'est obligatoire. Réduction de production, parce que si les prix montent, bah, il y aura moins de ventes, hein, ça semble logique. Et ça pourrait coûter, selon les estimations, quand même, aux constructeurs automobiles américains, 110 milliards de dollars, rien que ça. Bref, ça annonce encore beaucoup de volatilité, ces histoires de droits de douane. J'y vais pas, concession, pas concession. Bon, voilà, on va rentrer dans le schéma de négociation. En plus, bon, en termes de confiance aux États-Unis, c'est pas foufou. On est au plus bas depuis 4 ans. Bon, on a déjà parlé, entre inflation et incertitude économique, hein, on a un gros brouillard devant nous. On est à fond comme ça. C'est bon, on est obligé de faire des gros virements de situation rapidement. Et ça, l'incertitude, les marchés, ils aiment pas trop. D'ailleurs, allez, vas-y, on va faire une petite minute pédagogique. Vu le flou artistique et parfois le flou qu'on peut voir d'un point de vue technique, donc sur les graphiques, faut pas hésiter dans ces moments-là, quand le marché nous donne pas raison sur un scénario qu'on a identifié. Quand je dis un scénario, c'est pas 12 flèches quand on arrive sur un niveau, c'est pas soit ça monte, soit ça baisse. On laisse ça sur Twitter, là ils le font très bien. Il faut ce que j'appelle une ligne directrice, que ce soit au jour le jour. Mais je disais donc, réduire probablement son exposition tant que le marché nous donne pas raison. Et une fois que le marché nous donne raison, là on y va en charbonne. Et puis il faut pas hésiter tous les matins, c'est pour ça que je disais finalement en début de vidéo, oui, faut jongler entre casquette bleue, casquette rouge. Et une fois qu'on arrive à se donner un sens prioritaire, alors par exemple moi j'utilise des polarités, en fait ça me permet d'avoir une balise sur la journée en me disant tiens, tant qu'on est en dessous de ce niveau, j'ai casquette rouge, je vais chercher que des plans de vente, que des traits de vendeurs. Et si je suis au-dessus, comme par exemple sur le gold cette semaine, ça peut être sur le pétrole, ça peut être sur d'autres actifs, et ben j'ai casquette verte, je vais pouvoir travailler à l'achat. Ça ne veut pas dire que je me force à travailler tous les actifs tout le temps, non-stop, dans tous les sens. Ça veut simplement dire que au moins j'ai un repère qui me permet de ne pas faire la girouette et de prendre les portes de saloon dans tous les sens quand on a de la volatilité et de l'incertitude comme ça. Ça peut être lié à des news ou pas d'ailleurs. Parce que sinon tu te manges toutes les news dans la face et tu dis oui alors machin il a dit que je vais passer vendeur. Ah bah non machin il a dit que je vais passer acheteur. Non mais ça marche pas comme ça. Et puis surtout le piège c'est de passer sur des unités de temps trop courtes et de se dire voilà toutes les 5 minutes je passe acheteur, je passe vendeur, je passe acheteur, je passe... Et puis à un moment donné on se prend un flux contre notre sens et derrière après voilà en un trade t'as beau avoir fait 10 ou 20 trades gagnants, tu perds tout ce que tu as gagné précédemment. Vous et moi on va pas se mentir, on l'a tous fait. Donc voilà, j'utilise effectivement les forces, les faiblesses, les polarités dès que j'ai des signaux sur des unités de temps un petit peu plus courtes sur ces unités de temps là, sur ces plans là, et ben j'y vais. Et puis clairement psychologiquement, je m'en fous de louper un mouvement. J'ai pas tous les mouvements sur tous les actifs, j'ai pas raison tout le temps, surtout je m'en fou. Je me fais confiance quand ça part, quand j'ai un plan que je comprends et qui m'intéresse, que ça soit en termes de timing, on en a parlé tout à l'heure par exemple sur les indices européens. Oui, je vends le CAC là-haut, alors effectivement pour le moment on n'a pas de flux baissier, mais je suis à l'aise avec ça. Je comprends ce que je fais, je sais pourquoi et j'accepte le risque que je prends. Et si ça doit monter, bah c'est pas grave, je suis pas dans, je m'en fous, je travaillerai autre chose. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers d'actifs. Et quand je me trompe, bah du coup j'ai aucun regret. Donc voilà pourquoi finalement je peux passer, comme je vous l'avais dit, j'étais casquette rouge pendant 3 semaines sur les indices US pendant 10%, les MM50 weekly ça peut tenir, ça a tenu. Je suis même passé casquette verte pour atteindre 2 objectifs à 5700 sur le SP, puis je suis repassé à nouveau casquette bleue et puis fin de semaine, le marché me donne des éléments négatifs, je passe casquette rouge et à partir de là, eh ben, je charbonne dans un seul sens et j'ai une invalidation qui est claire, notamment sur tous les indices américains et européens également. Donc je resterai casquette rouge sur les 3 indices US notamment. On va pas tous les faire, hein, les actifs, j'aurais pu faire le CAC et le DAX aussi, mais voilà. Sous les Nasdaq, sous les 19 950. SP500, je l'ai dit, sous 5700, 5730. En tout cas pour le début de la semaine, après je vais les ajuster progressivement. Et 42 400 sur le Dow Jones. Tant qu'on est là en dessous, pour moi, pour le moment, ce sont des accès de faiblesse qu'on a sur les indices américains. Tant qu'on repasse pas là au-dessus, pour le moment, je changerai pas d'avis. Je changerai pas de ligne directrice. Pourquoi pas d'ailleurs viser les bas de canaux ascendants, etc. Bon,
aura l'occasion d'en reparler. En attendant, on a l'euro-dollar qui est hésitant. J'avais un plan d'achat 2025 sur l'euro-dollar autour des 1,03, 1,04 autour de cette zone. Pour aller viser les indices, on a quasiment fait un indice aujourd'hui. Plus de position, polarité négative, on est au milieu de nulle part. J'interviendrai à nouveau si on arrive sur l'une de ces deux bornes, soit là-haut vers les indices, soit en bas vers les 1,05. En attendant, je fais rien. Pétrole, je vous avais partagé un plan acheteur entre 70 et 72 $. C'est pas forcément évident parce qu'il monte de manière progressive et puis une fois qu'il est monté, une fois que ça monte progressivement, on se dit bon, j'ai plus le timing, j'ai plus vraiment des signaux, il n'y a pas vraiment de volatilité, donc c'est difficile de rentrer dedans. Voilà, donc les opportunités aujourd'hui sur le pétrole sont quand même bof. Et puis nous avons également parlé cette semaine, je lance également en cours de semaine, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même d'ailleurs à mettre un petit pouce vers le haut au passage si jamais vous oubliez avant de partir, de faire des points notamment sur des actions, sur des entreprises, comme je l'ai fait cette semaine et j'ai commencé cette semaine avec Ubisoft parce que ça apporte beaucoup de news flow. Et d'ailleurs, depuis que j'ai fait cette vidéo, sur Ubisoft et la situation dramatique qu'elle est en train de connaître depuis maintenant des mois et malheureusement des années, on a eu la sortie de Assassin's Creed Shadow. Le lendemain, on a eu Tencent qui finalement a annoncé faire une filiale avec Ubisoft d'ici la fin de l'année, donc d'investir 1,2 milliard d'euros pour une valorisation de cette filiale de 4 milliards avec Ubisoft, avec dedans, il y aura donc Assassin's Creed, Far Cry et également Rainbow Six. Donc ça dynamise encore à nouveau l'action, même si ça va mettre quand même beaucoup de temps avant de remonter à la surface. Salut tout le monde, salut Xav, ravi vraiment de vous retrouver pour ce débrief hebdo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, vos messages, votre soutien. Après une petite pause plutôt stratégique, il est temps pour moi de revenir et d'épauler mon cher ami et associé Xav. Alors, rapidement, vous avez vu les indices tanguent un petit peu avec tout le climat, que ce soit économique, géopolitique, etc. On s'attend peut-être que la fameuse tendance haussière infinie se calme un peu. Ça ne veut pas dire que les marchés vont s'effondrer ou que tout va s'effondrer, mais on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans une période de turbulence. Majeur ou mineur, j'en sais rien, mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les indices pourraient rentrer dans des gros ranges un peu plutôt neutres, avec des baisses, des hausses, des baisses, des hausses. Et donc du coup, cet environnement qui puisse durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, il est plutôt favorable à un retour au stock picking. Je vous ai mis rapidement une petite définition de ce qu'est le stock picking. Le stock picking, donc on le pratique éventuellement activement sur des valeurs, mais ça peut être utilisé sur l'ensemble des actifs. Donc c'est une stratégie d'investissement active qui consiste à analyser et sélectionner des actions individuelles. Et contrairement aux investissements passifs dans les ETF ou d'acheter un peu tout et n'importe quoi sur des niveaux qu'on comprend pas vraiment ou qu'on du moins on n'a pas analysé et ensuite se retrouve en difficulté, cette méthode repose sur une analyse approfondie des fondamentaux de chaque entreprise et donc du coup on va cibler plutôt des actions plutôt que de cibler des panels d'actions ou des ETF ou des indices globaux pour profiter à un instant T, elle se démarque du reste. Donc moi, rapidement, côté action, je vais reprendre de plus en plus d'activités, vous proposer des actions. Donc là, je vous en ai sélectionné juste quelques-unes pour faire rapide. Secteur bancaire européen qui effectue un fort rattrapage et présente des opportunités d'investissement assez intéressantes. Vous analysez le consensus, les fondamentaux, les ratios financiers, la valorisation et tout, et surtout leur dernière publication, c'est plutôt très positif. Donc ça, c'est une sortie de range qu'on suivait nettement sur IVT. Société Générale, d'accord. Graphiquement, il reste de la place, il reste de la marge, au moins pour aller sur les 50-52, mais aussi pour aller un peu plus haut vers les 60-65. Très bien orienté, balai des moyennes mobiles qui m'est cher, même en mensuel, d'accord. Donc pour moi, tout repli de Société Générale, alors vous avez vu que les marchés tanguent un peu, donc pourquoi pas, elle peut revenir à un petit repli sur 35-37, c'est à acheter sur Société Générale. Autre valeur sur laquelle je suis également beaucoup investi, que je surveille beaucoup, c'est Baba. Baba, vous savez ce que c'est, un peu l'Amazon chinois, un peu moins bien orienté que GLE, mais il y a un gros niveau à aller chercher autour des 170-180. Donc pareil, toute baisse de Baba autour des même 132, c'est pas mal, parce que si on la regarde en hebdo, vous voyez que ça latéralise en haut. Ça, on a un balai de moyenne mobile de partout, mais surtout ça latéralise en haut. Et donc quand ça latéralise, ça veut dire qu'il y a du flux, ça veut dire qu'il y a des investisseurs et qu'il y a du cash, qu'il y a des personnes qui cherchent à acheter le moindre prix. Et en journalier, vous voyez que la MM50 journalière
accompagne la valeur. Donc voilà, Baba à chaque baisse sur 130, 125, je pense qu'il y a un objectif à aller chercher plus haut. Donc ça, c'est les deux valeurs que je vous ai sélectionnées ce matin. Au-delà de ça, vous avez vu que le Nasdaq tangue un peu plus, faut pas oublier, d'accord? Et en coin de la tête, vous en ai sélectionné deux. Une de mes favorites, Nvidia. Je suis prêt à remonter dans le train à la moindre baisse vers la MM20 mensuelle. Vous voyez là, elle est autour des 95 ou un peu plus bas, vers les 75, 80. Je suis pas certain qu'il me donne ça. Mais en tout cas, voilà, à partir de 95, 90, si on a des mèches dessus, c'est des super niveau d'investissement, la boîte est belle, les perspectives sont bonnes, bah, c'est normal qu'après, on a pris 4500% de hausse, je crois. En 6 ans, c'est normal qu'il y ait un pullback, mais en tout cas, voilà, tous les retours seront des niveaux d'investissement qui m'intéressent. Ok, je vais me servir donc de ces niveaux d'investissement pour rentrer sur la valeur. Donc ça, je vous ai mis Nvidia et aussi je vous ai mis Avgo. Avgo, bah, vous pouvez aller voir, société qui a beaucoup d'avenir avec des perspectives incroyable, à 200, 240, trop cher, tout le monde nous demandait, putain, elle part, Rod, elle part. Il faut être discipliné, patient, persévérant. Plus vous investirez sur les niveaux qui vous intéressent, plus vous aurez la patience de les attendre, et au final, parfois, ça demande beaucoup de patience, mais surtout, ça demande d'investir moins souvent, d'accord? Et plus vous aurez les bons niveaux de stock picking sur la valeur. Donc voilà, j'ai mes niveaux sur Avgo, par exemple, les 145. Je peux aller 120, ça me plairait vraiment. 120, 125. Attention, le stock picking, c'est pas fait pour forcément détenir la valeur pendant des années. Par exemple, si du Nvidia, je dis n'importe quoi sur 80, 95, ou du Avgo sur 120, 140, et que derrière, elle reprend 20, 30, 35%, ça m'aura fait déjà une belle performance et je serai tout à fait à même de couper la moitié de cette position. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous proposer ce matin. Merci à toutes et à tous. Merci Xav. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Merci. Semaine prochaine, ça sera encore très mouvementé. On aura le NFP, donc déjà à nouveau, les chiffres d'emploi aux États-Unis. Très important parce que la dernière fois, le mois dernier, on avait eu le taux de chômage qui était supérieur à ce qui était attendu, 4,1%. Et c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, là, les marchés, ils sont coincés dans un étau. On a vraiment beaucoup de volatilité, surtout aux États-Unis. En Europe, on est toujours dans des méga ranges, mais là, attention, on est en train d'essayer d'en sortir par le bas. On pourrait d'ailleurs les réintégrer dans la semaine, hein, ce serait vraiment pas étonnant. Et puis, finalement, on a un seul actif qui est vraiment en puissance, c'est le gold. Alors que pour les cryptos, malheureusement, on suit un peu les marchés traditionnels, pas terrible, on va pas se le cacher, sauf sur le Bitcoin pour le moment, mais lui, c'est la dominance, c'est ouf. Ce qui est assez logique dans ce manque de confiance globale, donc voilà, on n'investit pas trop sur les actifs risqués en ce moment. Mais ça, j'ai fait une vidéo donc qui a été publiée ici sur cette même chaîne jeudi soir, donc n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, un petit point en 3 minutes de mon passage sur BFM. Le Bitcoin, là, on en est où? Quel potentiel voyez-vous pour la suite? On termine ce premier trimestre sur un bilan peut-être un peu mitigé. Comment est-ce que vous voyez la suite et le deuxième trimestre qui va s'ouvrir? Oui, à plus court terme, c'est vrai que cette semaine, on est à moins 1% sur le Bitcoin, donc ça va après un plus 4% la semaine dernière. En fait, la bonne nouvelle sur Bitcoin, c'est que justement, depuis un mois, on tient les 75 000 $. C'était les plus hauts de début 2024. Pour ceux qui font un peu d'analyse technique, c'est le passage d'une moyenne mobile à 50 périodes en données hebdomadaires. C'est le repère finalement qui avait déjà permis, été 2024, de ne pas sombrer sous les 55 000 $. Donc ces 75 000 $, c'est vraiment ce repère finalement de préservation de la tendance moyen terme qui reste haussière. Donc jusque-là, tout va bien. D'autant plus d'ailleurs que Bitcoin est le plus fort dans cette période de marasme global sur le marché crypto. Je rappelle, avec aujourd'hui 62% de dominance du Bitcoin, hein, c'est son poids dans le marché. On est bien au-delà des 40% finalement de début 2023. Alors, la mauvaise nouvelle, ou plutôt on va dire les mauvaises nouvelles, c'est que déjà, on n'arrive pas à réintégrer les 90 000 $. C'était ce niveau qui avait tenu pendant des mois entre novembre et mi-février. Il faudra le repasser pour changer de psychologie de marché plutôt tendu jusqu'à présent. Deuxième chose, on voit les marchés traditionnels, notamment Wall Street, qui encaissent toujours le coup de cette baisse qu'on avait connue de mi-février à mi-mars de moins 10%. Vu le contexte politique, géopolitique, les tensions commerciales, on risque pas de se relever finalement de sitôt. Et vu que le marché crypto est une classe d'actifs risqués qui suit à peu près les mouvements de Wall Street, ça risque d'être un peu toujours dans ce mimétisme. Et puis troisième chose, n'oublions pas qu'en 2024, ça a duré plus de 6 mois finalement avant que le marché crypto ne se dynamise. Et là, la consolidation vient tout juste de commencer, donc il va falloir être patient. Donc, vu le mouvement qu'on a eu malgré ces dernières semaines, je reste enthousiaste, d'autant plus sur le Bitcoin, parce que c'est vraiment pas un problème techniquement parlant de consolider, hein. Bien au contraire, il faut que ça respire
Peut-être tout ce qui a été presté fin 2024 avance, notamment tout ce qui a été annoncé aux États-Unis, que ce soit les réserves en Bitcoin, les allègements de régulation, etc. Aujourd'hui, on prend conscience que le marché s'est peut-être un peu emballé. Donc au-dessus des 75 000 $, tout va bien, patience. À suivre ces prochains jours et semaines, la reconquête des 90 000 $ qui redonnerait de l'air frais pour la suite. Vous le disiez, la dominance du Bitcoin est de plus 62% désormais, donc on est sur des plus hauts en termes de dominance. Derrière le dauphin, ça reste quand même Ether, mais c'est vrai que c'est un dauphin de plus en plus contesté. Comment est-ce que vous voyez le potentiel technique sur Ether? C'est le problème justement, c'est qu'il y a le Bitcoin et il y a le reste. Et le tableau est objectivement un peu moins glorieux. Alors on va commencer par le numéro 2, l'Ether. Sa faiblesse vis-à-vis du Bitcoin continue de croître, ce qui le fait plonger donc sous les plus bas de 2024. C'était les 2200 $. Début de semaine, il y avait un petit regain d'espoir, regain d'intérêt, mais rapidement effacé. Techniquement, on regarde à court terme, les tendances sont toujours baissières sous des moyennes mobiles à 20 jours. C'est la matérialisation de ces tendances. Pour retourner cette psychologie négative finalement longue de plusieurs semaines, il faut une vraie rupture, une impulsion haussière violente pour vraiment virer de cap. À long terme, j'ai pas vraiment d'inquiétude parce qu'on l'a déjà vu finalement l'Ether passer de 5 000 $ à 1 000 $ pour refaire 4 000 $ plusieurs fois. Mais à court terme, c'est vraiment 2200 $ qu'il faut regagner au plus vite pour valider la fin de cette tendance baissière de ces dernières semaines. Je vous souhaite, messieurs, dames, un très bon dimanche. Encore merci de votre soutien. Je suis vraiment heureux d'avoir relancé ces débriefs hebdo. Ça me manquait moi aussi. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je les lis. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est cool, c'est pas cool. Voilà, je lis tout. Je réponds pas forcément à tout, mais voilà. Merci encore de votre soutien. C'est cool, ça fait plaisir. Bonne journée, très bonne fin de week-end. C'est pas fini. Force et honneur. Et on se retrouve très vite. Ciao.